Aujourd'hui, on plonge dans la carrière de Claude Hopkins, un génie méconnu dont les contributions ont façonné l'ère moderne de la publicité. Son parcours est remarquable. Malgré une enfance très pauvre où dès 10 ans, il travaille de 6h30 à 23h dans des marécages de cèdre, il a gravi les échelons pour devenir l'une des figures les plus influentes de son époque. Ses textes publicitaires légendaires ont propulsé des marques comme Schlitz, Palmolive ou encore Pepsodent vers le succès. Ses méthodes révolutionnaires de tests AB et d'utilisation de coupons lui ont permis d'être engagé en 1908 à l'âge de 41 ans pour rédiger des textes publicitaires pour Lord & Thomas pour un salaire de $185 000, soit l'équivalent de plus de 6 millions de dollars en 2024. Je te souhaite un excellent podcast. On commence tout de suite par les premières leçons, en tout cas la première leçon en publicité qu'il a eue à 10 ans, et c'était sur l'échantillonnage. Lorsque j'ai eu 10 ans, ma mère est restée veuve. À partir de ce moment, j'ai dû subvenir à mes besoins et contribuer au soutien de la famille. Je l'ai fait de nombreuses manières, mais les seules qui comptent sont celles qui ont eu une incidence sur mon avenir professionnel. Maman a fait un vernis argenté. Je l'ai moulé en forme de gâteau et je l'ai enveloppé dans un joli papier. Puis je suis allé de maison en maison pour le vendre. Donc c'était une sorte de vernis pour polir l'argent, il me semble. J'ai constaté que je vendais environ une femme sur 10 en parlant simplement du produit à la porte. Mais lorsque je pouvais entrer dans le garde-manger et faire une démonstration du produit, je vendais à presque toutes les femmes. J'en ai ainsi appris les rudiments d'une autre leçon que je n'ai jamais oubliée. Un bon article est son meilleur vendeur. Il n'est pas facile de vendre des produits imprimés ou en personne sans échantillons. Le combat le plus difficile de ma vie a été d'éduquer les publicitaires à l'utilisation d'échantillons. Certains disent que les échantillons coûtent trop cher. D'autres affirment que les personnes qui achètent à répétition les redemanderont encore et encore. Mais la persuasion seule est beaucoup plus coûteuse. J'aimerais que tout annonceur qui ne croit pas à cela fasse ce que j'ai fait avec ce vernis argenté. J'en ai tiré une leçon qui a permis aux publicitaires d'économiser plusieurs millions de dollars. En un jour, n'importe quel homme apprendra qu'il est beaucoup plus difficile de vendre sans échantillon qu'avec. Là, tu vois, ça me fait penser à 3 idées. La première, c'est qu'on revient à la remarque dans le dernier épisode qui disait que, selon lui, l'école de l'expérience avait beaucoup plus de valeur que l'école de la théorie dans le domaine de la publicité, à savoir quelqu'un qui fait de la vente de porte à porte pendant une semaine en apprendra beaucoup plus sur le copywriting et sur comment vendre des produits qu'en 4 ans à l'école. La deuxième idée, c'est cette idée qui est très connue chez Claude Hopkins, pour lui, en fait, il met vraiment un point d'honneur à définir ce que c'est la publicité. Parce qu'à nouveau, il faut se replonger à l'époque. La publicité, c'est quelque chose de nouveau, donc ça n'a pas de définition. Donc les gens disent « ouais, faites de la publicité », mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Il y a toute une période où personne n'a vraiment posé une définition de la publicité. Et jusqu'à un jour où lui, il a défini la publicité, il dit « la publicité, c'est la vente, mais sur papier. Advertising is salesmanship in print ». Je crois que ce n'est pas lui d'ailleurs qui a inventé cette définition, c'était John E. Kennedy, un autre copywriter de renommée avec qui il a travaillé plus tard. Et du coup, pour Claude Hopkins, c'est super important d'avoir cette définition en tête parce que tu ne peux pas faire quelque chose de bien si tu ne connais pas sa définition. Si tu ne connais pas le rôle de quelque chose, tu ne peux pas le faire aussi bien. Il y a cette fameuse histoire d'un bassiste très connu dont je ne me souviens plus le nom, mais c'était un bassiste très bon, mais du jour au lendemain, il a commencé à faire des morceaux mais vraiment remarquables. Et un jour, pendant une interview, le journaliste lui demande, voilà, vous êtes un bassiste extraordinaire, quel est votre secret en fait ? Et le bassiste explique que pendant longtemps, il a joué de la basse et il avait un niveau tout à fait correct, même très bon. Mais un jour, il a décidé de regarder la définition du mot basse dans le dictionnaire. C'est quoi la définition du mot en fait ? Il a trouvé que basse, c'est la base du coup, c'est la fondation. Et donc son rôle en tant que bassiste, c'est d'être la fondation du groupe. C'est d'être ce pilier en fait. Et qu'à partir du jour où il a compris la définition du mot, c'est-à-dire quelle a été sa fonction, c'est là qu'il s'est mis à jouer beaucoup mieux parce qu'il savait quel était son rôle soudain. Et pour la publicité, c'est pareil. Claude Hopkins, il dit le rôle de la publicité, c'est de vendre, mais à l'écrit. Et du coup, il a vraiment cette philosophie hyper forte de rien faire à l'écrit ou en publicité ou en copywriting que tu ne ferais pas ou que tu t'autoriserais pas à faire si tu vendais des choses en personne. Donc c'est vraiment une idée très très forte chez lui. La troisième idée, c'est ce concept de l'échantillonnage
qui aujourd'hui est très connu. C'est ce que fait Red Bull quand ils envoient leur voiture avec des jolies filles en short pour distribuer des échantillons. C'est ce que tu vois dans les grandes surfaces quand tu as un stand de chorizo ou de fromage qui te propose de goûter. C'est qu'ils savent qu'en goûtant, en donnant un échantillon d'un produit, en faisant goûter d'abord, c'est comme ça que tu convertis un consommateur. En proposant un service sans rien demander en retour, et derrière, si le produit est bon, le produit se vend tout seul. Et c'est ce que Claude Hopkins a vécu dans sa chair quand il essayait de vendre le polish à argent de sa mère. J'ai également appris cela des chanteurs de rue. J'ai passé des heures à les écouter à la lumière des torches. Je me rends compte aujourd'hui que je me suis abreuvé de leurs méthodes et de leurs théories. Ils n'ont jamais essayé de vendre des choses sans démonstration. Ils démontraient de manière spectaculaire ce que le produit qu'ils vendaient pouvait faire. Il est étonnant de voir combien de publicitaires en savent moins que ces hommes sur les techniques de vente. Donc il s'inspirait aussi beaucoup des gens qui vendaient dans la rue. Tu sais, toutes ces personnes qui vendent des épluchures à légumes, qui vendent des petits objets comme ça, de cuisine, des ustensiles, mais aussi les artistes de rue qui vendent leurs spectacles, qui font des démonstrations, les musiciens aussi qui vendent des morceaux, qui vendent leurs CD ou qui vendaient leur... Bon, à l'époque, il n'y avait pas de CD, mais en tout cas, tous les artistes de rue qui doivent performer et qui peuvent se baser uniquement sur leur performance et comment ils appâtent le client avant de pouvoir vendre, en fait. Mon nom est associé à ce système de publicité. J'ai goûté à toutes sortes de choses. Rien d'autre n'a autant contribué à faire de moi un facteur de publicité à succès. Pourtant, c'est si simple et si naturel. Je fais ce que tout vendeur doit faire. Seuls ceux qui considèrent la publicité comme un pays de rêves magiques essaieront jamais de vendre sans échantillonner. Et donc là, un jour, alors qu'il a encore 10 ans ou 11 ans, il me semble, il a une idée qui lui vient en tête. Il dit « Ah bah tiens, je lis beaucoup de livres. » Il lisait des livres policiers à l'époque que lui, il adorait. Il se dit « je vais vendre ça. C'est hyper facile de vendre ça. Je vais essayer de vendre des livres, en fait. » Il va chez le curé, parce qu'il était très croyant à l'époque, et donc ils étaient très proche avec les gens de l'église. Et donc ce matin-là, il va chez le curé avec qui il a une bonne relation. Et sûr de son coup, il lui dit je vais vendre à ce curé mon livre, mon roman policier, quoi. Mais j'ai rencontré un problème ce matin-là. Monsieur Rezig était un homme profondément religieux. Il avait des idéaux extrêmes et exigeants. Il pensait notamment qu'un détective s'occupant de criminels n'avait pas sa place dans la société polie. Il avait dépassé le stade du héros. Il m'a écouté jusqu'à ce que je sorte mon livre. Il lui a alors jeté un coup d'œil et l'a jeté sur mes genoux. Il m'a dit « Tu es le bienvenu dans ma maison, mais pas ton livre. L'un de vous doit partir. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez, mais votre livre doit partir dans la rue. Je considère qu'un livre d'Allen Pinkerton est une offense à tout ce que je représente. » Ce fut une révélation. Et ça, j'adore chez Hopkins à plusieurs reprises dans son bouquin. Donc, il te décrit l'expérience qu'il a eue et ensuite il dit « À ce moment-là, j'ai eu une révélation. » C'est comme s'il comptait les leçons. C'est comme s'il disait « Ah, aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle leçon. » Et donc là, il le dit. Ce fut une révélation. J'en ai eu l'exemple des dizaines de fois depuis lors. Des centaines d'hommes ont discuté avec moi de leurs projets favoris. Des conseils d'administration ont gravement décidé que le monde devait être de leur côté. Je les ai exhortés à faire des tests, à tâter le pouls du public. Je leur ai dit que les gens en général ne pouvaient jamais être jugés par nous-mêmes. Certains ont écouté et profité, d'autres ont méprisé mes opinions. Parfois, ceux qui ont décidé de juger le monde par eux-mêmes ont réussi. 4 fois sur 5, ils ont échoué. Je ne connais rien de plus ridicule que des conseils d'administration à cheveux gris qui décident de ce que veulent les femmes au foyer. Dans le cas particulier que je relate, les chances étaient en ma faveur. Je suis rentré chez moi découragé. Je n'avais jamais imaginé que de telles opinions sur les romans policiers, mes romans préférés, puissent exister. Ma mère m'a encouragé. Elle m'a dit « Va parmi les hommes d'affaires, descends dans le grand magasin, apprends ce qu'ils en disent. » C'est exactement ce que j'ai fait. Le directeur a acheté un livre, puis il m'a emmené dans son bureau et a vendu 6 autres livres pour moi. J'ai fait un gros nettoyage avec le livre d'Allen Pinkerton. Cela m'a appris une autre leçon. Nous ne devons jamais juger l'humanité par nous-mêmes. Les choses que nous voulons, les choses que nous aimons, peuvent plaire à une petite minorité. Donc là, c'est à nouveau la leçon qui tire ici, c'est si tu vends un produit, tu peux pas considérer ou tu peux pas tirer la conclusion que parce que toi t'aimes un produit, la grande majorité des gens vont l'aimer. Et donc on retourne sur ce trait de personnalité qu'il a d'extrême prudence en fait et de tester. Lui, il dit de prendre le pouls du public. Il dit il y a beaucoup de gens qui se sont plantés à cause de ça. C'est l'histoire classique, hein, mais tu crées un produit pour toi, tu essaies de le vendre et tu te rends compte qu'il n'y a aucune demande. À l'inverse,
il dit aussi que ce qui te plaît à toi peut aussi plaire à une petite minorité. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'était différent. Il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas cette ouverture des marchés. Aujourd'hui, quand tu as un intérêt particulier, même un sujet hyper geek, le fait qu'il y ait Internet et que tu puisses, comme ça, très rapidement, trouver d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, ça rend ces sujets de niche et les business de niche beaucoup plus, entre guillemets, viables, parce qu'on a plus de facilité à trouver les gens qui partagent nos centres d'intérêt. Donc là, si on se replace un peu dans son histoire, il fait une école de comptabilité, parce qu'au tout début, il ne sait pas exactement qu'il veut devenir publicitaire, il n'a pas encore l'idée. Lui, ce qu'il veut, c'est faire de l'argent, c'est s'élever, c'est sortir de la pauvreté. Donc il fait cette école pour devenir comptable, parce qu'il y avait cette promesse qu'un comptable pouvait gagner 4,50 $ par semaine. À la fin de son école, il y a une offre d'emploi à ce tarif-là. Il la prend, il postule, c'est le seul à postuler, il se démerde pour avoir l'interview, il décroche le job. Et c'est là qu'il dit, puis vient la question de vivre avec 4,50 $ par semaine. J'ai trouvé une petite chambre chez une veuve qui voulait un homme dans sa maison. Cela m'a coûté 1 $ par semaine. Dans un restaurant situé au-dessus d'une épicerie, un homme minable servait des repas minables à 2,50 $ par semaine. C'était hors de ma portée. Je devais penser à ma lessive. Je me suis donc arrangé avec lui pour manquer 2 repas par semaine et obtenir une pension pour 2,25 $. J'étais un jeune homme actif et toujours affamé. La grande question était toujours de savoir quel repas j'allais manquer. J'essayais de manquer le petit déjeuner, mais le matin j'étais affamé. J'ai essayé le déjeuner, mais ce repas perdu allait gâcher mon après-midi. Ma seule solution était de courir au restaurant le soir et d'aller me coucher, devant le restaurant le soir et d'aller me coucher. Cela semble plutôt pitoyable, mais ce n'était pas le cas. C'était un grand progrès par rapport à mon expérience dans les marais de cèdre. J'ai dormi seul dans un lit au lieu de dormir sur une faucheuse de foin avec les hommes de la section des chemins de fer. Tant que nous allons vers le haut dans la vie, rien n'est difficile. Mais c'est quand nous commençons à descendre, même d'un manoir de marbre à un palais moins cher, que ça devient difficile. Ensuite, il rencontre Monsieur Bissell, qui était le patron des nettoyeurs de tapis, d'une entreprise de nettoyeurs de tapis, et c'est une entreprise dans laquelle il trouve un job et où il va commencer à faire ses premières publicités et mettre en place ses premiers schémas de vente et d'échantillonnage. La Fête Boot Company était composée de quelques-uns des principaux hommes d'affaires de Grand Rapids, c'est là où il habitait. Nos ventes n'ayant lieu qu'en hiver, nous avons emprunté de l'argent tout au long de l'été pour nous préparer à ces ventes. Les directeurs endossaient nos billets. L'une de mes tâches consistait à faire le tour des marchés et à obtenir des avenants et des renouvellements. C'est ainsi que j'ai rencontré Mr. Bissell, président de la Bissell Carpet Sweeper Company. C'était un homme sympathique et je voyais en lui ma chance d'obtenir un salaire plus élevé. Un jour, je l'ai dérouté alors qu'il se rendait à son déjeuner. Je lui ai expliqué les difficultés d'un jeune homme vivant avec 4,50 $ par semaine. Il n'était pas nécessaire d'exagérer. Là, sur le chemin du déjeuner, je lui ai parlé des 2 repas hebdomadaires que j'étais obligé de manquer. Surtout, j'ai évoqué mon rêve de tarte. Je connaissais un restaurant qui servait de la tarte au dîner, mais la pension était de 3,50 $ par semaine. Ma plus grande ambition à l'époque était d'obtenir cette tarte. J'ai appris de lui un autre aspect de la nature humaine. La lutte et la pauvreté ne l'attiraient pas. Il les avait bien connues et les considérait comme de bonnes choses pour un jeune homme, mais il aimait la tarte et n'en avait jamais été privé. Il m'a donc invité chez lui pour manger de la tarte et il s'est arrangé pour me donner un salaire de 6 $ par semaine afin que je puisse manger de la tarte tous les jours. Et donc ce contact avec monsieur Bissell lui le mène à un nouveau job. Et c'est là qu'il réalise qu'il doit sortir des emplois considérés comme des dépenses et aller vers des postes qui créent véritablement de la richesse. Et ça, c'est une super leçon. Je t'invite vraiment à écouter ce passage parce que ça a été un gros déclic. Ce contact avec Monsieur Bissell a donné lieu à des contacts fréquents. Bientôt, nous sommes entrés dans la maison froide et mes tâches sont devenues dans la saison froide et mes tâches sont devenues plus lourdes parce qu'il bosse toujours dans la boîte pour laquelle il fait de la comptabilité. J'ai entendu dire que vous travaillez dur, m'a dit un jour Monsieur Bissell. J'ai répondu, je devrais travailler dur, parce que j'ai tant de mois faciles. Il a insisté sur les détails et il a appris que je quittais mon bureau à 2 h du matin et que je réapparaissais à 8 h. Comme tous les grands hommes que j'ai connus, c'était un homme travailleur. Il avait toujours fait le travail moyen de 3 hommes. Les heures de travail que j'effectuais l'ont intéressé et il m'a poussé à rejoindre son équipe de bureau. Au début de notre carrière, personne ne peut nous juger sur nos résultats. Les hommes superficiels nous jugent sur nos goûts, mais ce ne sont pas des hommes à qui l'on peut s'attacher. Les vrais hommes nous jugent sur notre amour du travail, la base de leur succès.
Ils nous emploient pour le travail et notre capacité de travail compte plus que tout. J'ai commencé à travailler pour la société Bissell Carpet Sweeper Company en février en tant qu'assistant comptable pour $40 par mois. En novembre, j'étais passé à $75 par mois. J'étais alors chef comptable et mon poste n'offrait aucune chance d'aller plus loin. Et c'est là qu'il y a la pépite de ce court passage. J'ai commencé à raisonner de la manière suivante. Un comptable est une dépense. Dans toute entreprise, les dépenses sont réduites. Et je ne pourrais jamais valoir plus qu'un autre homme capable de faire le travail que je faisais. Les gros salaires étaient versés aux vendeurs, aux hommes qui apportaient des commandes ou aux hommes de l'usine qui réduisaient les coûts. Ils réalisaient des bénéfices et pouvaient obtenir une part raisonnable de ces bénéfices. J'ai vu la différence entre l'aspect lucratif et l'aspect financier d'une entreprise et j'ai décidé d'obtenir un diplôme de la classe de débit. Donc là, ce qu'il dit, c'est que, en gros, dans les entreprises, tu as soit des postes qui sont considérés des postes de dépenses, donc c'est triste, mais tout le travail de support client typiquement, ou alors le travail de comptable, c'est des gens qui sont facilement remplaçables, c'est des dépenses. Et c'est les premières choses qu'une entreprise va commencer à couper quand les budgets sont réduits ou quand les ventes s'affaissent ou qu'il y a une saison difficile. Et puis tu as une deuxième classe de travail, entre guillemets, c'est les postes lucratifs, c'est ceux qui vraiment génèrent de la richesse. Et ça, c'est les ventes, c'est-à-dire les gens qui savent obtenir de nouveaux clients, de nouveaux contrats, ou alors les optimiseurs, c'est-à-dire ceux qui savent réduire les coûts. Les gens des usines, entre guillemets, ceux qui sont sur la chaîne logistique de travail, qui savent réduire les coûts et qui savent les justifier. Et ça, je trouve ça tellement intéressant parce que quand tu raisonnes comme ça fait sens. Et tu veux, du coup, le plus vite possible, t'orienter ou en tout cas te mettre dans une position où tu es capable de justifier que tu apportes tant de bénéfices, que tu crées de la richesse ou que tu permets d'économiser de la richesse. Et ça me fait aussi penser à la biographie de Lee Iacocca, c'est l'épisode 4 ou 5 du podcast, où Lee Iacocca, donc ex-président de Ford, il est diplômé d'ingénierie, il commence à bosser chez Ford en tant qu'ingénieur, mais très rapidement il se rend compte qu'il dit lui-même qu'il voulait passer dans les domaines où il y avait de l'action, là où vraiment ça générait de la richesse, parce qu'en tant qu'ingénieur, il était facilement remplaçable, entre guillemets. Pas aussi facilement remplaçable qu'un ouvrier, parce que un ingénieur, c'est quand même de la main-d'œuvre qualifiée, mais tu peux toujours recruter un nouvel ingénieur. Alors que si tu apportes de la richesse et que tu dis, voilà, ma façon de travailler, les contrats, j'ai ramené tant de chiffres d'affaires par mois, tu peux recruter un autre vendeur, mais tu n'es pas du tout sûr qu'il apportera les mêmes résultats, en fait. Et donc là, il commence à bosser pour Bissell, les nettoyeurs de tapis, et il rencontre son premier mentor de la publicité. C'est à cette époque que Mr. Charles B. Judd, notre directeur, a apporté à notre bureau de comptabilité une brochure rédigée par John E. Powers. Powers était alors le doyen de la publicité, c'est-à-dire une véritable nourrice. La publicité en était alors à ses balbutiements. Il avait été rédacteur publicitaire pour John Wanamaker à Philadelphie, et c'est là qu'il a créé une nouvelle conception de la publicité. Il disait la vérité, mais d'une manière rude et fascinante. Wanamaker lui versait $12 000 par an, ce qui à l'époque était considéré comme un salaire fabuleux. Un incident dont je me souviens s'est produit à Pittsburgh. Une entreprise de confection était au bord de la faillite. Et donc là, il explique la philosophie de Powers et ses méthodes en disant la vérité est crude d'une manière fascinante. Cette entreprise a fait appel à Powers qui a immédiatement évalué la situation. Il a dit « Il n'y a qu'une façon de s'en sortir. Dites la vérité. Dites aux gens que vous êtes en faillite et que votre seule chance de salut réside dans les ventes importantes et immédiates. » Les marchands de vêtements ont fait valoir qu'une telle annonce attirerait tous les créanciers à leur porte. Mais Powers a déclaré « Ce n'est pas grave, peu importe. Soit vous dites la vérité, soit je démissionne. » L'annonce du lendemain était à peu près la suivante. « Nous sommes en faillite. Nous devons $125 000, plus que ce que nous pouvons payer. Cette annonce va mettre nos créanciers à nos pieds. Mais si vous venez acheter demain, nous aurons l'argent nécessaire pour les rembourser. Sinon, nous irons droit dans le mur. Voici le prix que nous proposons pour faire face à cette situation. » La vérité était alors si rare dans la publicité que cette annonce fit sensation. Les gens affluent par milliers pour acheter et le magasin était sauvé. Une autre fois, on lui a demandé de faire de la publicité pour des Macintosh dont on ne pouvait se débarrasser. Des Macintosh, j'ai fait quelques recherches, c'est une sorte de manteau, une sorte d'imperméable de l'époque. « Qu'est-ce qui leur arrive ?» demanda Powers. L'acheteur a répondu « Entre vous et moi, ils sont pourris. Ce n'est rien, bien sûr, de dire la vérité dans la publicité, mais c'est vrai. » Le lendemain, une annonce était publiée. « Nous avons 1200 Macintosh pourris à vendre. Ils ne valent presque plus rien, mais ils valent quand même le prix que nous demandons. Venez les voir.
Si vous trouvez qu'ils valent le prix que nous demandons, achetez-les. L'acheteur se précipite sur Powers, prêt à en découdre. Que voulez-vous dire en annonçant que nos Macintosh sont pourris, s'écrie-t-il. Comment pouvons-nous espérer les vendre ? C'est exactement ce que vous m'avez dit, a déclaré Mr. Powers. Je ne fais que dire la vérité aux gens. Avant que l'acheteur n'ait pu eu le temps de se calmer, tous les Macintosh étaient déjà vendus. Et donc là, on arrive à la partie la plus intéressante du bouquin, parce qu'on rentre vraiment dans qu'est-ce qui fait que Claude Hopkins a eu autant de succès dans la publicité. C'est quoi sa fameuse méthode, entre guillemets, scientifique ? Alors, tu vois qu'il y a plusieurs aspects. Il est très connu pour donc scientific advertising, cette idée de mesurer réellement les résultats des campagnes. Mais il a surtout, ce qu'il démarque surtout, c'est sa capacité à créer des offres en fait. C'est-à-dire que lui, il fait pas juste de la publicité à l'écrit, mais il crée des offres et il se pose vraiment la question comment est-ce que je peux créer une offre qui rend service au client et qui du coup me rendra gagnante. Et du coup, il est toujours dans cette entreprise et il a une idée pour vendre des nettoyeurs de tapis mieux que ce que font ses collègues. Et le problème, c'est que tous ses collègues, quand il expose son idée, ils se foutent de sa gueule. Je lis. Le secteur des balayeuses de tapis était alors à ses balbutiements. Les utilisateurs étaient peu nombreux et les ventes faibles. Fort de ma brochure, j'ai demandé l'autorisation d'essayer et d'augmenter la demande. Noël approchait. Au cours de mes nuits à arpenter les rues, j'avais pensé à l'idée d'une balayeuse comme cadeau de Noël. Elle n'avait jamais été offerte en tant que telle. J'ai conçu un présentoir pour l'exposer, j'ai dessiné des cartes, la reine des cadeaux de Noël, je l'appelais. Je suis allé voir le directeur et lui ai demandé la permission de solliciter des clients par courrier. Qui demande est-ce qu'on peut faire de la publicité par courrier direct, donc c'est l'équivalent à la mailing list actuelle quoi. Il s'est moqué de moi. C'était un ancien vendeur, comme tous nos directeurs, et il m'a dit « Allez sur la route et essayez de vendre des balayeuses. Où que vous alliez, vous les trouverez couvertes de poussière avec des vendeurs prêts à les donner. La seule façon de vendre un nouveau lot est d'utiliser un pistolet. » La seule façon de vendre un nouveau lot est d'utiliser un pistolet. Mettez un homme dans un coin et obligez-le à signer une commande. Lorsque vous parlez de vendre de tels hommes par lettre, je ne peux que rire. Mais le pamphlet que j'avais écrit avait gagné son respect et il a accepté d'essayer quelques milliers de lettres. J'ai donc écrit aux marchands pour leur parler de nos présentoirs et de nos cartes. J'ai offert les deux gratuitement pour Noël, non pas comme un cadeau, mais comme une récompense. Je n'ai jamais vraiment demandé d'achat, ni à ce moment-là, ni depuis. C'était inutile, j'ai simplement offert un service. J'ai exigé du concessionnaire qu'il signe un accord pour exposer les balayeuses sur le présentoir avec les cartes que j'avais fournies. C'est ainsi qu'il m'a sollicité. J'ai envoyé quelques 5000 lettres, elles m'ont rapporté 1000 commandes, presque les premières que nous ayons jamais reçues par courrier. Donc c'est la première fois qu'ils font des ventes en direct en utilisant le biais du courrier pour faire de la publicité. C'est ainsi qu'est née une nouvelle idée qui m'a permis de passer du compte de dépenses au domaine des activités lucratives. Et donc c'est là qu'il passe du coup de ce stade de je suis plus une dépense dans l'entreprise, mais je suis quelqu'un qui amène du profit. Dans mon enfance, j'avais étudié la sylviculture. J'ai rassemblé, donc la sylviculture c'est l'étude des différents types de bois, des bois dans les forêts. J'ai rassemblé des échantillons de tous les bois autour de moi et je les ai envoyés à d'autres garçons pour qu'ils me les échangent. J'ai ainsi accumulé des dizaines de bois intéressants. Ce petit hobby m'a conduit directement à la prochaine étape de ma carrière de commerçant. J'ai eu l'idée de proposer des balais à moquette Bissell dans des bois intéressants. Si mon idée de Noël avait suscité le ridicule, celle-ci a suscité la pitié. Pourquoi ne pas parler d'action du balai, des dispositifs de déversement de brevets, des roulements à billes et des grandes choses que j'ai créées ? Et ça, c'est ce que dit du coup le fabricant quand Hopkins lui présente l'idée de faire des manches à balai dans différents types de bois. Lui, il lui dit, bah non, pourquoi est-ce que tu parles pas plutôt des dispositifs, des différents mécanismes, des différents roulements, de la technologie qui permet à ces trucs de mieux fonctionner et de mieux aspirer les miettes. Et ce à quoi Hopkins répond « Je m'adresse à des femmes, ai-je répondu. Elles ne sont pas mécaniciennes. Je veux parler de choses qu'elles comprennent et apprécieront. » Donc là, on revient à cette idée qu'on a vue plus tôt, mais que c'est vraiment quelqu'un qui s'adresse aux pulsions, qui s'intéresse aux pulsions naturelles et aux instincts naturels des personnes, en fait. Il parle avec des mots simples et il sait qu'il s'adresse à des gens simples. Et du coup, il sait qu'il ne va pas intéresser des femmes en leur parlant des différents mécanismes et des techniques et des technologies dans les brosses à balai. Lui, ce qu'il sait, c'est que les femmes, ce qui les intéresse, en tout cas dans ce contexte-là, ce qui les intéresseront beaucoup plus, c'est d'acheter un bel objet dans un bois
bien travaillées, bien finies, etc. Ils ont accepté de construire pour moi 250 000 balayeuses à raison de 12 bois à la douzaine. Pendant qu'ils construisaient les balayeuses, j'ai élaboré mes plans. J'ai créé des lettres aux revendeurs en substance comme suit. Et ça, c'est le slogan, ou en tout cas le texte que les lettres qu'il allait envoyer disaient. Les balayeuses Bissell offrent aujourd'hui 12 bois à la douzaine. Les 12 meilleurs bois du monde. Elles sont livrées avec des présentoirs gratuits. Elles sont livrées avec des brochures, comme celle-ci ci-jointe, pour présenter ces 12 bois. Ils ne seront plus jamais proposés. Nous vous les offrons à condition que vous signiez l'accord ci-joint. Vous devez les exposer jusqu'à ce qu'ils soient vendus sur les présentoirs avec des cartes que nous fournissons. Vous devez envoyer vos brochures dans chaque paquet qui quitte votre magasin pendant 3 semaines. J'ai offert un privilège, pas une incitation. Je me suis présenté, et ça c'est une phrase super importante que j'ai soulignée, je me suis présenté comme un bienfaiteur et non comme un vendeur. Les distributeurs ont réagi de manière à vendre notre stock de 250 000 balayeuses en 3 semaines. Ok, donc j'aimerais juste qu'on fasse une pause sur ce passage parce que qu'est-ce qu'il fait en fait là, Claude Hopkins? Donc il y a un marché, il y a une entreprise de vente d'aspirateurs c'est pas des aspirateurs mais c'est des nettoyeurs de tapis mécaniques. Donc tu peux taper Bissell Carpet Sweeper, tu verras c'est une espèce d'ancien appareil qui permet de ramasser les miettes. Et ce truc vend pas, ils n'arrivent pas à le vendre. Parce que c'est le genre de truc que tu vends une fois et qui se revend pas, il n'y a pas de renouvellement de demande. Et du coup, la direction de l'entreprise dit, voilà, il n'y a pas moyen de vendre ça. Le seul moyen de vendre ça, c'est d'utiliser un pistolet et de forcer le client à signer. Et ce que Hopkins dit, c'est... Donc lui, il se dit pas, ok, comment est-ce que je vais pouvoir en vendre plus, quelle phrase... persuasif je vais pouvoir utiliser. Lui, ce qu'il se dit, c'est... Alors déjà, il vend pas directement aux consommateurs, mais il vend surtout aux dealers, c'est-à-dire qu'il vend à des revendeurs. Et ce qu'il dit, c'est, ok, je vais pas arriver vers le revendeur en disant achetez mes produits, vu que les revendeurs, eux, arrivent pas à l'acheter. Il se met dans une posture de quelqu'un qui apporte un service, c'est-à-dire qu'il propose aux revendeurs une espèce de pack avec un nettoyeur mécanique sur un beau présentoir avec une belle carte qui décrit le produit et avec laquelle vient un catalogue. Et il se propose comme un bienfaiteur en fait. Il dit voilà, on a un stock limité. Si vous achetez en tout cas un certain lot, on vous offre ce présentoir de balayeur mécanique avec cette description et avec ces cartes. Du coup, il offre quelque part il vend pas juste le produit, il offre tout le bagage marketing dont le revendeur va avoir besoin pour vendre son produit. Donc il crée sa vitrine pour lui quelque part. Donc c'est un service qu'il lui apporte. Et donc ça fonctionne super bien. Et ensuite, il a cette idée de faire une offre avec des différents types de bois. Et là, à nouveau, il se base sur sa connaissance de je m'adresse à des femmes, je m'adresse à des gens simples, à des gens avec des pulsions, à des gens de tous les jours. Qui sont pas intéressés par la mécanique et la différente technologie, mais ils sont intéressés par le beau. En tout cas, s'ils s'adressent là aux femmes, ils sont intéressés par le beau, l'élégance de l'objet. Donc, il va créer 12 aspirateurs avec 12 bois. Et là, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il utilise? Donc, il dit déjà, c'est une offre limitée. Ces balais seront plus jamais reproduits. Ces balais, ils sont livrés avec un présentoir, en tout cas un présentoir pour chaque balayeur. Donc vous avez une belle vitrine avec une belle description de chaque balayeur mécanique et vous avez aussi une brochure. Et il leur dit voilà, nous on vous envoie ça, on vous envoie la vitrine complète à condition que pendant telle période de temps, je crois que c'est 3 mois ou 4 semaines, je sais plus quoi, dès que vous envoyez un balayeur, dès que vous avez une commande, vous envoyez aussi la brochure. Donc dans la brochure, il y a d'autres balayeurs qui sont exposés. Donc il sait que les femmes qui vont acheter le balayeur, elles sont intéressées par ça. Et donc elles reçoivent en plus une brochure avec d'autres balayeurs, avec d'autres types de bois. Donc tu vois, en fait, il fait pas juste de la publicité, il crée une offre. Et il se demande comment est-ce que je peux rendre service en tout cas. Et ça, c'est quelque chose en lisant son bouquin, tu vois, c'est la ligne de fond en fait. C'est vraiment la ligne de fond de toutes ses démarches entrepreneuriales et de toute sa méthodologie pour créer de la publicité. S'il se demande toujours comment est-ce que je peux créer un service en fait pour le client. Et ça, c'est vraiment ce que je trouve remarquable et qui a sûrement fait qu'il a eu autant de succès dans sa ligne. Et du coup, l'idée à retenir de ça, c'est quoi? C'est vraiment se demander, c'est pas facile, mais en fait, c'est vraiment changer son état d'esprit
quand on vend ou qu'on propose n'importe quel service et de se demander quel service est-ce que je peux proposer. Parce que si je propose un service, si j'aide l'autre, si j'apporte de la valeur, naturellement, il va y avoir un retour, soit direct, soit indirect. Et le meilleur exemple que je peux te donner, c'est quand j'étais en Australie et que je cherchais du boulot. À un moment donné, je cherchais vraiment du boulot assez en urgence. J'étais avec ma copine à l'époque, on avait déménagé à Adélaïde et il fallait qu'on coffre de l'argent pour préparer un road trip. Et du coup, on venait d'arriver dans cette nouvelle ville et je devais trouver un job assez rapidement. Et ce que j'avais fait, c'est que donc je cherchais dans les cuisines et dans les restaurants. Et en fait, j'arrivais et je disais pas juste que je cherchais un job. Ce que je proposais, c'est que je proposais directement un essai, un jour d'essai. C'est-à-dire, j'arrivais, je disais au chef, voilà, bonjour monsieur, je cherche un boulot en tant que plongeur. Je suis persuadé que je peux faire un super travail pour vous. Je sais faire la plonge rapidement, etc. Ce que je vous propose qu'on fasse un essai de 1 jour. Vous n'avez pas forcément besoin de me payer. Si vous êtes content à la fin de cet essai, on en rediscute. Mais comme ça, vous voyez de quoi je suis capable et à la fin de cet essai, vous voyez. Dans le pire des cas, vous me prenez pas et j'ai quand même fait la plonge pour vous toute la journée gratuitement. Dans le meilleur des cas, vous allez trouver un plongeur qui va tenir le rythme dans votre cuisine, qui va vous permettre de tenir la cadence et d'avoir des ustensiles propres disponibles tout au long du service, tu vois. Et donc c'est vraiment une offre de service de le mec qui avait rien à perdre en fait. Et comme ça, j'ai trouvé un job super rapidement dans le restaurant Jamie Oliver où j'ai bossé à Adélaïde pendant 3 ou 4 mois. Donc tu vois, je te raconte cette histoire pour te montrer que c'est vraiment quelque chose que tu peux adapter dans toutes circonstances. Que tu cherches un job ou que tu construises une offre ou un produit, etc. Il faut juste changer son attitude d'esprit. Et c'est vraiment ça qui faisait la différence avec Claude Hopkins, c'est qu'il cherchait à donner avant de recevoir, en fait. Et ça, c'est tellement rare aujourd'hui. Mais il dit voilà, c'est l'instinct naturel. Tu crées une offre irrésistible en faisant ça. Donc là, il continue encore quelques années dans les balais Bicel et très vite, il se sent limité par le domaine des balais. Il a testé cette offre plusieurs fois. Il voyait que ça s'essoufflait. Il voyait que le marché était limité et il cherchait d'autres domaines dans lesquels il pouvait appliquer ces nouvelles méthodologies et tester de nouveaux outils. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Est-ce que ce principe-là, il est transférable dans d'autres industries et concrètement, à quoi ça ressemblerait? Et là, il y a une histoire fascinante quand il bosse dans le domaine du Saint-Doux, en fait. Donc, il se sent limité dans le domaine des nettoyeurs de balais et explore des terrains plus larges. Il a une nouvelle opportunité avec un produit qui s'appelle le cotosuette. Cotosuette, c'était du Saint-Doux, donc c'est de la graisse de porc en fait, une sorte d'accumulé de graisse de porc qui remplace le beurre ou la margarine. Donc il est employé dans cette nouvelle boîte, mais le problème c'est d'entrée de jeu, il a une mauvaise relation avec son manager et il n'arrive pas tout de suite à répéter, en tout cas ça lui vient pas tout de suite à l'idée de répéter les principes qui ont marché pour Bicel. Et rapidement, juste après son arrivée, même s'il y est pour rien, les ventes de l'entreprise Cotosuette chutent en fait. Nous avons ouvert un bureau de vente à Boston et commencé à faire de la publicité en Nouvelle-Angleterre. Nous avions à peine commencé que Swift est venu un jour à mon bureau. Il m'a dit « Père est très nerveux à propos de l'argent dépensé en publicité. Il considère que c'est un gaspillage total. Les résultats obtenus jusqu'à présent ne sont pas très encourageants. Vous êtes ici depuis 6 semaines, mais nos ventes sont en chute libre. Cotosuette n'a pratiquement pas augmenté. » Je n'avais pas besoin de lui expliquer, il savait que la publicité avait à peine commencé. Mais j'ai vu que je devais l'aider en faisant une démonstration rapide et avoir des résultats rapides. Ce soir-là, après le dîner, j'ai arpenté les rues. J'ai essayé de m'analyser. J'avais connu un succès fulgurant à Grand Rapids. Ici, c'était la débandade. Pourquoi? Quelles étaient les raisons? Qu'est-ce que j'avais fait dans l'ancien domaine que je pourrais appliquer au problème de Swift & Company? À minuit, sur Indiana Avenue, j'ai eu une idée. À Grand Rapids, j'avais créé des sensations, j'ai présenté des idées séduisantes. Je n'ai pas dit aux gens acheter ma marque plutôt que celle de l'autre, je leur offrais des incitations qui les amenaient à naturellement acheter. Pourquoi ne pas appliquer ces principes à Cotosuette? Rothschild et compagnie achèvent alors la construction d'un nouveau magasin. L'ouverture devait avoir lieu dans 2 semaines. Je connaissais Charles Jones, le directeur de la publicité, et j'ai décidé d'aller le voir et de lui proposer une sensation pour son ouverture. C'est ce que j'ai fait le lendemain. Son rayon épicerie se trouvait au 5e étage et comportait une grande baie vitrée. Je l'ai exhorté à me laisser cette fenêtre pour une exposition unique. J'y construirai ici, lui dis-je, le plus grand gâteau du monde. Je ferai une grande publicité pour ce gâteau dans les journaux. J'en ferai, promis-je, le plus grand élément de votre ouverture. Donc tu vois, là, à nouveau, il offre un service.
ton magasin va ouvrir d'ici 2 semaines, je vais créer un événement sensationnel, je vais créer le plus grand gâteau du monde pour toi. Mon idée était de faire un gâteau avec du cotozuette à la place du beurre, puis d'argumenter qu'un produit meilleur que le beurre était certainement meilleur que le saindoux. Donc le saindoux, en tout cas le cotozuette, c'est un des concurrents directs du cotozuette, c'est le beurre et le saindoux, c'est juste une autre marque en fait. Mr. Jones a accepté à ma proposition. Je me suis ensuite rendu chez H&H Colsat & Co, boulanger, et je leur ai demandé de faire le gâteau. Je leur ai demandé de fabriquer les moules spéciaux nécessaires, de décorer le gâteau de façon magnifique et de le monter aussi haut que la salle, et c'est ce qu'ils ont fait. Au moment de l'ouverture, j'ai inséré des annonces d'une demi-page dans les journaux pour annoncer le plus gros gâteau du monde. C'était le samedi et le soir même, le magasin devait ouvrir ses portes. Après le dîner, j'ai commencé à descendre pour voir le gâteau moi-même, mais les voitures se sont arrêtées sur State Street bien avant d'atteindre le magasin. J'en suis sorti et j'ai vu devant moi une mer parfaite de gens. Une mer parfaite de gens. Après un long moment de lutte, j'ai atteint les portes. À chaque porte, j'ai trouvé un policier. Les autorités avaient fermé les portes parce que la foule était trop importante pour être admise. Au cours de la semaine suivante, 105 000 personnes ont grimpé les 4 étages de l'escalier pour atteindre ce gâteau. Les ascenseurs ne pouvaient pas les transporter. Là, des démonstrateurs offraient des échantillons du gâteau. Ensuite, nous avons offert des prix à ceux qui avaient deviné le poids le plus proche, mais chaque personne qui avait deviné devait acheter un seau de cotozuet. À la suite de cette semaine, cotozuet a été placé sur une base payante à Chicago. Nous avons gagné plusieurs milliers d'utilisateurs. À mon retour à Chicago, M. Swift a dit « C'est le meilleur coup de publicité que j'ai jamais connu. Vous vous êtes bien débrouillé, aussi bien avec mon père qu'avec moi. » C'est ainsi que j'ai gagné avec Swift & Company. Pour beaucoup, ce n'était pas de la publicité. Pour eux, la publicité consiste à placer quelques phrases dignes sur un support imprimé. Mais la dignité banale ne mène pas loin. Étudiez les vendeurs, les démarcheurs et les imposteurs. Les imposteurs, c'est les performeurs de rue. Si vous voulez savoir comment vendre des marchandises, aucune augmentation du monde ne peut être comparée à une démonstration dramatique. Voilà, là vraiment, l'idée principale, c'est ça. C'est ce qui rendait Claude Hopkins remarquable, c'est qu'il avait vraiment cette idée de faire des démonstrations de ce qu'il proposait. Et quand il réfléchit, là ça m'est venu à l'instant, mais dans l'industrie de l'automobile, c'est ce qu'il faisait aussi. On revient à la biographie de Lee Iacocca, épisode 4 ou 5 du podcast. Dès qu'il sortait une nouvelle voiture, que ce soit pour Ford ou pour Chrysler, notamment pour Ford quand ils ont sorti la Mustang, qu'est-ce qu'ils ont créé ? À chaque fois, ils faisaient une exposition, c'est-à-dire qu'ils envoyaient des modèles de la voiture à des expositions. Et il l'exposait, il la montrait, il montrait le produit en fait. Ça servait à rien d'écrire à propos de la voiture, autant le montrer en action en fait et le démontrer directement. Si tu regardes Tesla, c'est ce qu'ils ont fait avec le Cybertruck. Bon, je sais pas si tu te souviens, quand ils ont annoncé le Cybertruck, je crois que il y avait une des caractéristiques de la bagnole, c'était d'avoir des vitres par balle. Et Elon Musk, à un moment, pour prouver ça, je crois qu'il donnait un coup de marteau, un coup de massue sur le Cybertruck. Et malheureusement, la massue a pété la vitre. Mais c'est cette idée de démontrer. Quand tu démontres comme ça, tout de suite, c'est beaucoup plus parlant. Une image vaut mieux que 1000 mots, en fait. Donc c'est cette idée de dire, tiens, tu vois, c'est le paragraphe que j'ai surligné juste après, mais c'est que vendre, c'est faire une démonstration. Et là, Claude Hopkins dit « Je n'ai aucune sympathie pour ceux qui pensent que la belle langue va permettre de vendre à bien des biens à profit. J'ai écouté leurs arguments pendant des heures. Ils pourraient tout aussi bien me dire que le costume complet est une excellente combinaison de plongée. Les dilettantes n'ont aucune chance de leur soutirer de l'argent. Pour vendre des produits, il faut les vendre. Et pour ce faire, il faut faire des échantillons et des démonstrations. Et plus vos démonstrations seront attrayantes, mieux ce sera pour vous. Les hommes qui réussissent dans la publicité ne sont pas ceux qui font des études supérieures, ni ceux qui veillent à être discrets et polis, mais ceux qui savent ce qui suscite l'enthousiasme chez les gens simples. » Tiens, allez, pour le plaisir, une autre histoire de comment il a appliqué ses principes à cotozuet. Donc là, Monsieur Swift est content de ses résultats et il l'appelle en urgence pour lui dire que, je ne sais plus dans quel bled aux États-Unis, mais en tout cas un secteur de cotozuet, c'est la catastrophe totale. Il y a un marché où vraiment les ventes s'effondrent et il l'envoie sur place en lui disant voilà, si tu peux, là t'as eu de la chance parce que t'as eu cette opportunité de magasin qui s'ouvre et de créer le gâteau, mais est-ce que tu pourras reproduire ça en fait? Et donc il le met au défi.
Et Claude Hopkins, lui, bien sûr, lui dit, oui, je peux reproduire ça n'importe où. Et donc, il l'envoie dans ce district pour trouver un moyen de faire augmenter les ventes. Et donc, il arrive dans le bled et il arrive directement dans le commerce de son plus gros client qui est passé chez la concurrence et il a un meeting avec lui, en fait. Lorsqu'il est venu nous saluer, je l'ai trouvé d'humeur plutôt acariâtre. Il était occupé et il savait que nous n'avions rien qu'il désirait. Il a donc décidé de se débarrasser de nous, comme je l'ai vu en peu de temps. Mais je l'ai accueilli comme un contemporain. Je lui ai dit « Bonjour, je suis le directeur de la publicité de Swift & Company. Je suis venu de Chicago pour vous consulter au sujet d'une carte. » J'ai placé la carte à une 50aine de mètres, puis j'ai reculé et je lui ai demandé de la regarder. « Cette carte, dis-je, est censée représenter la tarte idéale. Elle nous a coûté beaucoup d'argent. L'artiste nous a facturé 250 $ pour le dessiner. Ensuite, il faut la graver sur de la pierre. Les couleurs que vous voyez ici sont produites par 12 impressions distinctes sur la pierre. J'ai expliqué le processus aussi bien que je le connaissais, et comme il était différent de la boulangerie, il s'y intéressa. Je lui ai dit qu'avant d'imprimer ces cartes, je voulais obtenir son accord. Et c'est ce que j'ai fait. C'était un expert en tarte et je voulais savoir son avis sur cette tarte. Instantanément, il est passé du statut de boulanger à celui de critique. Nous avons commencé à discuter de cette carte. Lorsque je trouvais à redire sur une caractéristique, il la défendait. Jamais auparavant, selon toute vraisemblance, on ne lui avait demandé de jouer le rôle de conseiller. Comme nous tous, il avait apprécié cette nouvelle situation. Donc qu'est-ce qui se passe là ? Le boulanger, il voit débarquer Claude Hopkins, il se dit putain, il veut me vendre son produit côte aux huettes, moi j'en veux pas. Claude Hopkins, il le sait très bien et il n'oriente pas du tout la conversation sur pourquoi est-ce que tu es passé chez la concurrence. Non, il arrive avec un plan, avec une image de la tarte idéale et il demande au boulanger, il lui dit voilà, moi je suis publicitaire, j'ai besoin de votre avis parce que vous êtes un expert, vous êtes un des meilleurs boulangers et j'ai besoin de créer une carte qui représente vraiment la tarte aux fruits ou de viande idéale en fait. Et donc là, il change la dynamique de la conversation et il met le boulanger de son côté en lui faisant en suscitant ou en tout cas en mettant en avant son expertise et en lui disant voilà, votre avis compte, aidez-moi à créer la tarte idéale. Finalement, il a insisté sur le fait que la carte de tarte représentait une tarte à son meilleur. Donc ils avaient vu tous les détails et c'était impossible de faire un meilleur dessin de tarte possible. C'était la tarte ultime, quoi. Rien ne peut être fait pour l'améliorer. Il aurait tout le commerce de Boston s'il pouvait faire des tartes comme celle-là. Donc là, c'est le boulanger qui lui dit ah putain, là c'est vraiment la tarte idéale sur cette carte, sur cette image. J'aurais tout le commerce de Boston si je pouvais produire des gâteaux comme celui-là. Je l'ai alors incité à prendre cette carte et je lui ai dit combien de magasins à Boston vendent des tartes au renard ? Environ 1 millier, a-t-il répondu. Je lui ai répondu je vous fournirai une carte comme celle-ci pour que vous puissiez la mettre dans tous les magasins. Vous avez été bon avec moi. Laissez-moi faire quelque chose pour vous rendre l'appareil. Je dois faire de la publicité pour le Coteaux-Huette sur ces cartes. Permettez-moi de dire sur chacune d'elles que seul le Coteaux-Huette de Swift est utilisé dans la confection de ces cartes. Je vous fournirai 250 de ces cartes pour chaque wagon de Coteaux-Huette que vous commandez maintenant. Et il a accepté cette offre et a commandé 4 wagons pour obtenir 1000 cartes. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a impliqué le boulanger dans la création d'une image, ou en tout cas d'une créative qui représente la tarte au renard la plus stylée, la plus alléchante du monde. Le boulanger, il est même impressionné, il dit putain, ouais, c'est vraiment la meilleure image que j'ai jamais vue. Et là, Claude Hopkins lui dit écoutez, vous avez été bon avec moi, laissez-moi vous rendre l'appareil. Je peux vous fournir une carte ou en tout cas une image, une pancarte de cette tarte dans chacun des magasins à condition que vous me laissiez dire dessus que elle a été fabriquée avec le Coteaux-Huette. Donc à nouveau, il se demande comment est-ce que je peux rendre service au client en fait. Donc lui, il lui fournit un instrument, en tout cas une créative pour mieux vendre dans ses magasins et la créative qu'il a fait avec le client, qu'il a co-créé avec le client quelque part. Et derrière, il lui dit la seule condition, c'est que je vous fournis ça, mais vous me laissez dire dessus, parce qu'il faut bien que je fasse ma publicité, qu'elles ont été fabriquées avec le Coteaux-Huette, en fait. J'ai vendu plus de Coteaux-Huette en une semaine que 6 vendeurs en 6 semaines. Aucun acheteur ne s'était plaint du prix de Mr. Swift et m'a demandé de licencier toute l'équipe de Boston, mais je lui ai demandé d'attendre mon retour et de lui expliquer mes méthodes. Lorsque j'ai rencontré Mr. Swift, je lui ai dit « Je n'ai pas vendu de Coteaux-Huette et je n'ai pas parlé de Coteaux-Huette. J'ai vendu des cartes à tarte et des combines. Et le Coteaux-Huette allait avec. » Là, c'est un peu mal traduit, mais en anglais, c'est «
J'ai vendu du coup ces cartes et un schéma, c'est-à-dire une offre en fait. J'ai pas vendu un produit, j'ai vendu une offre. Et une offre dans laquelle le cotosuette était quelque part imbriqué. Donc si tu veux vendre quelque chose à tes clients, bah, vends-leur un service vraiment et vends-leur un service dans lequel ton produit principal fait partie en fait. Et c'est ça toute la méthodologie de Claude Hopkins. Il y a pas plus simple que ça, mais c'est ce qui marche. Et là, Monsieur Swift lui répond: alors j'aimerais que vous appreniez à nos autres hommes, en tout cas nos autres vendeurs, à le faire. Et là, Claude Hopkins répond: je lui ai répondu que ça ne s'enseignait pas. Je suis toujours de cet avis. La différence réside dans la conception fondamentale de la vente. Le vendeur moyen cherche ouvertement à obtenir des faveurs et à faire du profit pour lui-même. Il se demande, ou en tout cas il dit: achetez ma marchandise, pas celle de l'autre. Il lance un appel égoïste à des personnes égoïstes et bien entendu, il rencontre une certaine résistance. Moi, à l'inverse, je vendais un service. Mon discours avait toujours pour but d'aider le boulanger à accroître son chiffre d'affaires. L'avantage que j'en retirais était dissimulé dans mes efforts pour lui faire plaisir. J'ai toujours appliqué ce même principe à la publicité. Je ne demande jamais aux gens d'acheter. Il est rare que je dise que mes produits sont vendus par des revendeurs. Il est rare que j'indique un prix. Les publicités offrent toujours un service, peut-être un échantillon, un paquet gratuit. Elles semblent altruistes, mais elles sont lues et suivies par des personnes qui cherchent à se servir elles-mêmes. Aucun appel égoïste ne peut parvenir à cela. Et là, j'ai marqué une note où je me suis dit, une note à moi-même: ce qui le rend prospère, c'est qu'il voit la vente comme un apport de service. Je veux dire un autre passage qui parle de la raison pour laquelle, un des autres facteurs pour lesquels Claude Hopkins est très connu, et un des conseils qu'il donne vraiment aux publicitaires et qui a causé son succès aussi, c'est l'importance de la spécificité en fait, de la spécificité dans la publicité. Et ça, c'est quelque chose que tu retrouves aussi dans le discours d'Ogilvy. Ogilvy disait que c'est nécessaire d'être spécifique, que tu peux pas convertir dans une église vide, et que c'est super important d'être ultra spécifique, d'utiliser des chiffres, parce que les banalités, les platitudes, c'est chiant. La spécificité, tout de suite, à la fois c'est intéressant et en plus c'est crédible. Quand tu donnes des chiffres, tout de suite c'est beaucoup plus parlant en fait. Permettez-moi de vous raconter l'expérience de la crème à raser Palmolive. Il s'agissait d'une adaptation logique de la notoriété du savon Palmolive, mais il faut tenir compte de certains faits. Pratiquement tous les utilisateurs de crème à raser étaient attachés à certaines marques. La plupart d'entre eux utilisaient peut-être ces marques depuis des années et les appréciaient. Notre problème était de gagner des utilisateurs d'une marque à l'autre. Donc Palmolive faisait du savon, il voulait commencer à faire de la crème à raser, mais il faut qu'il se fasse une place sur le marché. Et il y a déjà des gros acteurs, donc le challenge, c'est comment est-ce qu'on positionne Palmolive comme un produit unique et avec des avantages quand il y a déjà des acteurs qui sont déjà bien installés. On ne peut guère revendiquer dans un savon de rasage des effets exceptionnels. Ce n'est pas logique. Certains des plus grands savonniers du pays ont étudié les savons de rasage pendant des années, mais ils n'ont jamais énoncé en termes exacts leur réalisation. J'ai donc envoyé des chercheurs interroger des centaines d'hommes. Je leur ai demandé ce qu'ils souhaitaient le plus dans une crème à raser. J'ai ensuite apporté ces réponses à Milwaukee, alors siège de Palmolive, et je les ai soumises à Mr. Cassidy, chimiste en chef. Je lui ai dit: voici les facteurs que les hommes recherchent. Ce sont les facteurs que les hommes veulent quand ils se rasent. Ils peuvent les trouver dans d'autres crèmes à raser, mais personne ne leur a encore dit. Donnez-moi des données réelles sur ces résultats appliqués à la crème à raser Palmolive. Donc tu vois, là, il va en profondeur en fait. Il fait des questionnaires, il interviewe des gens, il leur demande, voilà, quand tu te rases, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu veux que ta crème à raser soit hydratante? Est-ce que tu veux sentir bon? Est-ce que tu veux sentir bon, mais quelle odeur? La menthe? Est-ce que tu veux que quand tu te rases, la mousse soit épaisse? Qu'est-ce que tu veux concrètement? Donc tu vois, il va dans le détail en fait. Et ça, c'est vraiment une capacité incroyable quand tu sais le faire, à aller dans le détail. Les hommes, et là du coup, voilà le résultat des campagnes qu'il a eues. Les hommes voulaient une mousse abondante. Cassidy a prouvé que la crème à raser Palmolive multipliait 250 fois en mousse. Les hommes voulaient une action rapide. Les chimistes de Palmolive ont prouvé par des tests qu'en 1 minute, la barbe absorbait 15% d'eau, ce qui rendait les poils cireux pour la coupe. Tu vois, donc c'est hyper spécifique en fait. Les hommes voulaient une mousse durable. Les chimistes ont prouvé que la crème à raser Palmolive conservait son onctuosité pendant 10 minutes sur le visage. Donc tu vois, à chaque fois, pour chacun des bénéfices, chacune des promesses, il se disait,
Ça revient à se demander, ok, mais concrètement, ça veut dire quoi en termes de chiffres? Je veux une crème onctueuse, ok, et ben la crème Palmolive, elle conserve son onctuosité pendant 10 minutes sur le visage, ce qui rend les poils cireux et facilite la coupe. Les huiles de palme et d'olive étaient acceptées comme lotion, mais j'ai demandé à Monsieur Cassidy s'il y avait autre chose que l'homme ordinaire ne savait pas sur la crème à raser. Il m'a répondu que le facteur le plus important était méconnu de tous, la raison pour laquelle les hommes ne pouvaient pas utiliser un savon de toilette ordinaire pour se raser. La raison était méconnue. Pourquoi est-ce que les hommes ne peuvent pas utiliser un savon ordinaire pour se raser? Et là, on rentre dans le fait, c'est le fait que les bulles ne sont pas fortes et durables. Les bulles ne sont pas fortes et durables. Donc tu vois, le degré de spécificité. Quand je te lis ça, j'ai vraiment l'impression que d'un coup, tu as un produit devant toi et là, tu as un microscope qui zoome sur une caractéristique spécifique du produit, tu vois. C'est le fait que les bulles ne sont pas fortes et durables. Elles doivent se coincer entre les poils et les maintenir droits comme le blé préparé pour la fauche. Nous avons donc réclamé pour la crème à raser Palmolive et à juste titre que des bulles qui répondent aux exigences, tu vois. Donc imagine quelqu'un qui a un produit, Claude Hopkins, qui a un produit à vendre, qui veut se créer une part de marché sur le marché des crèmes à raser, et sa promesse va dire « Notre crème à raser produit des bulles plus fortes qui permettent à vos poils de se dresser comme le blé qui est préparé avant la fauche. » Tu vois, c'est tellement spécifique et c'est tellement crédible en fait quand tu l'envoies. C'est pas juste une pub qui dit voilà la crème à raser où tu te sens bien quand tu rases. Non, là c'est une crème à raser qui produit des bulles, des grosses bulles durables qui permettent aux poils de se dresser comme le blé juste avant la fauche. D'autres crèmes à raser pourraient probablement répondre aux mêmes spécifications. Je n'ai pas l'impression qu'un homme dépasse de loin les autres dans ce domaine. Mais nous avons été les premiers à donner des chiffres sur les résultats. Et un chiffre réel compte plus que d'innombrables platitudes. En 18 mois, la crème à raser Palmolive a dominé le domaine dans lequel elle est entrée. Tous ceux qui lisent ces lignes et qui s'intéressent à la véritable publicité devraient comprendre les points que j'aborde. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un domaine bien occupé en lançant un simple appel « Achetez ma marque ». C'est un appel égoïste, répugnant pour tous. Il faut offrir un service exceptionnel pour inciter les gens à passer de leur marque préférée à la vôtre. L'annonceur habituel n'offre pas ce service exceptionnel. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il fasse. Mais en donnant des chiffres exacts sur le service que les autres n'offrent pas, on peut en tirer un grand avantage. Donc là, si on extrait une leçon, c'est quoi? C'est que la spécificité est persuasive. Et finalement, dans le domaine du business, tu remarqueras que c'est la même idée que le fait de se nicher en fait. Et c'est pareil, tu vois, on entend beaucoup de personnes dire ouais, nichez-vous, nichez-vous, nichez-vous. Mais si on rentre encore plus dans le spécifique, qu'est-ce que ça veut dire? Définissons nichez-vous. Nichez-vous, ça veut dire soyez plus spécifique, ou en tout cas sois plus spécifique dans le résultat concret que tu apportes. Je vais te donner un autre exemple qui me vient là pendant que je te parle. J'ai eu un entretien il y a quelques mois dans une autre entreprise où finalement on a décidé de pas continuer. En tout cas, ils voulaient me prendre, mais moi j'ai dit non finalement. C'était pour un poste pour commencer à l'échelle du support client également. Et je suis venu à l'entretien et je savais que pour ce genre de job, voilà, t'as plein de candidats. Comment est-ce que tu fais pour te démarquer? Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que en préparant l'entretien avant, je me suis dit, ok, il faut que je trouve des chiffres parce que j'étais conscient de cet aspect spécificité. J'ai déjà bossé dans ce milieu-là, donc j'ai déjà des stats, entre guillemets, sur mes performances, donc je vais trouver des chiffres. Et du coup, je suis arrivé à l'entretien et quand on a discuté, ou en tout cas quand elles m'ont demandé, voilà, quelles sont vos expériences, etc., je suis pas arrivé en disant, voilà, j'ai fait déjà du support client. J'ai dit, dans mes boîtes précédentes, on avait un volume de environ 60 appels par jour, avec un délai de résolution par appel en moyenne de 2 minutes et avec un volume mensuel de tickets d'environ 1600 tickets. Voilà à peu près le volume qu'on prenait. Et là, tout de suite, ce qui sont des chiffres assez impressionnants quand même dans le domaine du support client. Et là, tout de suite, elles étaient impressionnées, tu vois, parce que j'étais pas là en train de tartiner en mode ouais... je fournissais, comment dire, mais nos clients étaient satisfaits. Je donnais des chiffres exacts, tu vois. Délai moyen de résolution par appel, 2 minutes. Des journées avec des pics d'appels de 60 appels par personne. 1600 tickets traités par mois. Donc tu vois, quand tu donnes des chiffres comme ça, tout de suite, c'est vachement plus persuasif. Donc la question, c'est quand tu veux être persuasif, donne des chiffres concrets. Parce que tout de suite, ça te donne aussi un angle de différenciation. Moi, je dis souvent aux gens que j'accompagne, je dis,
plutôt que d'essayer d'être intelligent, cherche à être clair. Et être clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire être spécifique, en fait. Donc, et être spécifique, comment tu peux être spécifique? Et on termine là-dessus. J'ai l'impression de zoomer 10 000 fois là avec un microscope, mais et des chiffres. Les chiffres sont l'ultime spécificité. J'ai envie de terminer ce podcast avec un chapitre qui m'a beaucoup touché personnellement. C'est un chapitre qui s'appelle Ma plus grande erreur, et où Claude Hopkins, du coup, parle de son plus grand regret ou sa plus grande erreur, qui était de ne pas avoir commencé à travailler pour lui suffisamment longtemps, d'avoir passé autant de temps en tant qu'employé dans une entreprise. Et ouais, je voulais juste te le lire parce que peut-être que ça te fera réfléchir, tu vois. C'est vraiment un chapitre qui te pousse à réfléchir sur est-ce que tu veux rester employé, quand est-ce que c'est le bon moment pour faire le saut, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut faire le saut, parce qu'aujourd'hui entreprendre c'est la mode, c'est la hype, etc. Mais voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients, et c'est de ça dont on parle de ce chapitre. La veille de Noël, l'année où j'ai connu mon premier succès dans la vente de balais à moquette par correspondance, Monsieur Bissel, président de la société, m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit « J'ai un conseil à vous donner. Vous possédez de nombreuses qualités qui font le succès, y compris l'instinct de vente. Vous êtes trop bon pour travailler pour moi. Vous devez vous mettre à votre compte comme je l'ai fait. » Il m'a raconté son histoire. Il m'a raconté son histoire et comment il avait refusé toutes les offres de salaire, tous les points d'ancrage sûrs, et il s'était battu tout seul. Et comment il était finalement arrivé sur le chemin de la fortune. Il a terminé en disant « Je suis assez égoïste pour vouloir que vous restiez ici. Si vous le faites, votre salaire sera considérablement augmenté l'année prochaine. Mais je suis assez juste pour vous conseiller de ne pas rester. Ne laissez pas quelqu'un d'autre glaner les principaux bénéfices de votre travail et de votre talent. » Mon conservatisme écossais m'a poussé à rester. Ce fut ma grande erreur. Peu de temps après, je me suis marié et il m'était de plus en plus difficile de me lancer dans une aventure personnelle. C'est ainsi que je me suis lié à une vie de service en tant qu'employé. J'ai vu certains de mes collègues se lancer dans l'aventure en s'inspirant largement de ce que je leur avais enseigné. Fred Macy a commencé à vendre des meubles par courrier. En quelques mois, il disposait d'une équipe de 90 personnes pour gérer les affaires qu'il avait développées. C'est une femme ambitieuse qui m'a sorti de cette léthargie. Elle avait des désirs pour lesquels l'argent comptait plus que la gloire. Elle m'a fait remarquer que ceux qui m'employaient étaient toujours avantagés d'un point de vue pécuniaire. Finalement, j'ai pris en compte son point de vue et, après de nombreuses années à passer à travailler pour d'autres, j'ai commencé à travailler pour moi-même. J'ai déjà gagné plus en partageant les bénéfices de mes créations que je n'ai jamais gagné en travaillant sur commande pour quelqu'un d'autre en tant qu'employé. L'une de mes premières entreprises concernait le dentifrice Pepsodent. J'ai acheté une action pour laquelle j'ai payé 13 000 $. Elle m'a rapporté quelques 200 000 $ de dividendes, puis je l'ai vendue pour 500 000 $. Et là, il faut compter qu'on parle de dollars dans les années 1930. Hein. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça fait avec le réajustement, mais on est sur d'autres chiffres. Mais ce n'est pas, comme je m'en rends bien compte, un conseil pour la majorité. L'homme moyen doit travailler sous la direction de quelqu'un. Le succès dépend de nombreuses qualités dont il ne possède que peu. Mon aventure actuelle est le fruit de décennies de travail en coopération. Que ceux qui le peuvent tirent de cette expérience des suggestions et des orientations. J'ai essayé d'indiquer les seuls moyens de réussir dans la publicité. Ces voies mènent dans de nombreuses directions. À chacun de décider ce qui convient le mieux pour lui. Donc tu vois, on termine ce podcast sur cette idée que il a passé des années à bosser pour quelqu'un d'autre, à perfectionner son savoir, à faire des meilleures publicités, à créer tous ces systèmes, à vraiment pousser aussi à développer le domaine de la publicité. Il dit, lui, son but, c'était pas juste aussi d'avoir des résultats égoïstement, mais c'était vraiment d'élever l'industrie de la publicité, c'est-à-dire de vraiment contribuer à faire que le domaine sorte de ses balbutiements et devienne vraiment reconnu et utilisé. Et c'est un peu mixte, quoi, son avis, parce que d'un côté, s'il n'avait pas bossé comme ça, il dit que toutes ces années à bosser en tant que salarié, ça lui a permis d'avoir ce cadre, cet écosystème dans lequel il a pu tester toutes ses offres, tous ses produits, etc. Et que peut-être que s'il avait été tout seul, s'il n'avait pas pu coopérer avec autant d'entreprises, etc., qu'il n'aurait pas pu développer tout ça. Mais d'un autre côté, il dit que une de ses grandes forces, son conservatisme, ce qui le poussait à faire vraiment très attention à la manière dont il
dépenser l'argent des clients, à pas faire de gros risques, à minutieusement traquer toutes les dépenses et vraiment à tester toutes ces publicités, et ce qui d'ailleurs lui a valu sa méthode scientifique de scientific advertising. Ce même conservatisme-là l'a peut-être empêché de voler plutôt de ses propres ailes et surtout d'avoir la rémunération qu'il méritait en fait. Et que c'est en rencontrant une femme ambitieuse qui lui a permis de sortir de sa léthargie et de lui dire bon la gloire tout ça c'est très bien mais en attendant les mecs pour qui tu bosses eux ils sont une montagne de pèse sur ton dos quoi, donc il est temps de te sortir de tout ça quoi. Et quand tu lis le bouquin tu te rends compte qu'il est pas du tout déçu. Après il se met à son compte et il a un succès fulgurant, il bosse pour d'autres boîtes, il lance notamment une marque de cosmétiques, il a un super succès et il est très heureux dans la manière dont il a mené sa vie. Mais c'est juste une phrase qui te mène à réfléchir, tu vois, de où est la limite. Il y a des avantages évidents à bosser pour quelqu'un, mais où est la limite en fait? Quand est-ce que tu décides de faire ton propre saut? Peut-être qu'en rencontrant une femme si t'es quelqu'un de nature conservatrice et prudente, peut-être qu'en rencontrant une femme, ou peut-être qu'en rencontrant quelqu'un qui te dit hey, tout ça c'est très bien, mais là t'as tout ce qu'il faut pour voler de tes propres ailes, peut-être que c'est ça l'élément déclencheur. Mais d'un autre côté, il y a énormément d'avantages à bosser en entreprise, et c'est pas pour rien que beaucoup des grands qu'on étudie là, ils ont eux-mêmes bossé pendant des années pour d'autres personnes. Si on reprend l'histoire de David Ogilvy, il a bossé pendant des années en tant que chef cuisinier pour Monsieur Pitard, et c'est là qu'il a appris tous ces standards de qualité, de comment mener une équipe, comment mener une entreprise. Donc il y a beaucoup à apprendre en travaillant pour quelqu'un d'autre et en se mettant à service d'autres mentors. On arrive à la fin de ce podcast. Merci pour ton écoute. Si jamais le livre t'intéresse, ce que je te recommande vivement, je te mets un lien dans la description. Tu supporteras le podcast en l'achetant directement. Il y a seulement la version anglaise, mais je t'invite, si la publicité, le copywriting, la vente, tout ça, ça t'intéresse, c'est un must-read. David Ogilvy disait, tu dois lire, n'importe qui se lance dans la vente ou la publicité devrait avoir lu ce bouquin 7 fois. Donc je pense que tu peux pas trop te planter en investissant du temps et de l'énergie là-dedans. À nouveau, si tu veux l'acheter, tu as un lien dans la description, un lien affilié qui supportera directement ce podcast. Et je te retrouve moi dans le prochain épisode du podcast. Merci pour ton écoute et n'hésite pas à partager à quelqu'un si jamais tu penses que ça peut lui être utile. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Si tu as aimé cet épisode et que le domaine de la publicité et de la vente te passionne, je te recommande vivement d'écouter aussi l'épisode 6 et 7 du podcast sur David Ogilvy. David Ogilvy, il est considéré comme le papa du copywriting, le Dark Vador de la publicité, de la vente par écrit. Et lui aussi, il a beaucoup appris de Claude Hopkins. Donc ça peut être intéressant de te faire ces épisodes à la suite. Il disait lui-même, personne ne devrait pouvoir travailler dans la publicité avant d'avoir lu Scientific Advertising. Ce livre a changé ma vie. J'ai aussi une liste de contacts à qui j'envoie un email dès qu'un nouvel épisode sort. Si tu veux t'inscrire, comme ça t'es sûr de ne rien rater. Et en ce moment, dès que tu t'inscris, je t'envoie une checklist anti-sèche avec les meilleures règles de David Ogilvy qu'il utilisait quand il écrivait ses publicités pour rédiger des titres irrésistibles. Moi, je te conseille de l'utiliser comme une checklist que tu sors dès que tu as besoin de rédiger un titre, que ce soit pour un post, un mailing, une vidéo. C'est une checklist que tu gardes près de toi avec les meilleurs conseils de David Ogilvy, donc le papa du copywriting, donc tu peux pas te planter. Et c'est une liste que tu scannes rapidement pour te recharger toutes les idées de ce génie en tête. Et derrière, tu peux écrire ton titre serein en sachant que tu as les meilleurs ingrédients à ta disposition, un peu comme un chef cuistot qui a besoin de cuisiner une super recette et qui veut avoir les meilleurs ingrédients. Tu peux t'inscrire et recevoir la checklist et après te désinscrire si jamais tu veux pas recevoir les news. C'est dans les notes du podcast. Je te laisse là-dessus. Ciao, ciao.